Et notre invité, c'est Marc Ferracci. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous, député EPR Renaissance des Français établis hors de France. Un jeune militant donc nationaliste proche d'un collectif identitaire est mort hier. Il s'appelait Quentin. Il a été lynché en marge d'une intervention de la députée Rima Hassan. On l'a vu à l'IEP de Lyon. Le collectif d'ultra-droite Némésis croit avoir reconnu la jeune garde des Antifa, cofondée par le député LFI Raphaël Arnaud. Une enquête est en cours et l'extrême droite accuse l'extrême gauche, LFI donc, et vous. J'espère qu'on n'accuse pas moi. Est-ce que vous accusez LFI? Non, je veux d'abord avoir une pensée de l'extrême gauche pour Quentin, pour sa famille, pour ses proches. Un jeune homme a été lynché, vous l'avez dit, lynché à mort pour son engagement politique. Quelle que soit l'opposition qu'on peut avoir vis-à-vis des idées de quelqu'un, il n'y a aucune cause, il n'y a aucune idéologie qui justifie qu'on tue pour elle. Donc je pense qu'il faut commencer par rappeler ça et rappeler que cette violence politique, elle est intolérable et elle doit cesser. Vous l'avez dit, il y a une enquête qui est en cours. C'est l'enquête qui va déterminer ce qui s'est passé, je l'espère, et j'espère surtout que les auteurs seront identifiés et interpellés. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que dans le champ politique, dans la sphère politique et dans l'espace public, on retrouve la raison. Parce qu'on voit monter des violences qui sont à la fois verbales, qui sont à la fois physiques et qui, aujourd'hui, dégradent profondément l'idée même qu'on peut se faire de notre démocratie. Est-ce que, derrière ça, vous pensez que LFI est à l'origine de cette violence? Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, à l'Assemblée nationale? Mais on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a une posture de LFI qui est agressive, d'un point de vue verbal. Moi, j'ai toujours dit, j'ai d'ailleurs dit un jour sur votre plateau, que l'agressivité, la violence verbale ouvrait la voie à une désinhibition qui pouvait mener à des violences physiques. Je constate également qu'un certain nombre d'organisations qui sont proches de LFI, je pense en particulier à la Jeune Garde, cette organisation qui fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de dissolution qui a été menée devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État statuera sur cette dissolution bientôt, a, dans les derniers mois, dans les dernières années, eu des comportements violents. Donc maintenant, je le dis encore une fois, on a au fond un terreau qui est probablement facteur et qui permet aujourd'hui à certains de passer à l'acte. Maintenant, je le dis encore une fois avec beaucoup de gravité, il y a une violence politique, ça n'est pas nouveau dans notre histoire politique. Mais aujourd'hui, elle prend des formes et elle prend une intensité qui doit tous nous interpeller. Donc je pense que c'est à la justice de faire son travail, c'est à la justice, y compris administrative, au Conseil d'État, de décider ou pas de dissoudre des groupuscules qui sont présumés violents. Et donc je pense que c'est maintenant à cet état de droit qu'il nous faut nous rattacher et auquel il nous faut faire confiance. Vous parlez de la violence verbale à l'Assemblée nationale du côté de LFI. Est-ce que cette violence, vous la constatez aussi du côté de l'extrême droite? Mais vous savez, l'extrême droite, alors je ne parle pas de la violence dans l'hémicycle, mais l'extrême droite a aussi une tradition de violence. Il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont violents, qui d'ailleurs pour certains ont été dissous dans les dernières années. Donc l'extrême droite et l'extrême gauche, aujourd'hui, se caractérisent aussi par cette violence, qu'elle soit à la fois verbale ou physique. Mais je veux le dire, je sais que vous avez eu un débat avec vos contradicteurs il y a quelques instants sur la question de la définition au fond de ce qu'était l'extrême droite et de ce qu'était l'extrême gauche. Moi, je pense que quand on remet en question l'autorité de la police, l'autorité de la justice, quand on remet en question, en ne faisant pas confiance à ces institutions parce qu'on privilégie la violence, notre état de droit et nos institutions, et bien justement, on est aux extrêmes. Et c'est ce qui me semble... Donc ça justifie le qualificatif d'extrême gauche décidé par le ministère de l'Intérieur? Je pense qu'effectivement, ce qualificatif est tout à fait approprié. Je pense que lorsque... Pourtant, ce n'est pas un parti anti-système, ce n'est pas un parti qui appelle à la révolution. Ils ont aujourd'hui des élus. Pardonnez-moi, et ils veulent accéder au pouvoir. Vous savez, c'est une tradition assez ancienne de cette extrême gauche, qui est l'extrême gauche trotskiste, mouvement auquel Jean-Luc Mélenchon a appartenu, que de pénétrer les institutions pour les dégrader de l'intérieur.
Et c'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qui se passe dans notre champ politique. Lorsque vous remettez en question l'autorité de la police, lorsque vous faites du communautarisme religieux une stratégie électorale, c'est-à-dire lorsque vous allez à l'encontre du principe d'universalisme républicain, eh bien je crois qu'effectivement, vous n'êtes pas un parti comme les autres. Et donc moi, je pense que ce qualificatif est parfaitement mérité. Le président de la République s'est exprimé sur Radio J. Il dénonce les expressions antisémites au sein de LFI. C'est un entretien qui a été enregistré vendredi, donc avant la mort de Quentin, je le précise. On va écouter le président. Il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche. Je constate que dans les positions qu'ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Il dit, le président de la République, il y a donc des expressions antisémites au sein de la France insoumise. Il vise qui en particulier? C'est Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, il y a beaucoup d'expressions qu'on peut revoir en allant sur Internet de la part des députés de la France insoumise, des expressions parfois ambiguës, parfois beaucoup plus explicites, qui remettent en question l'existence même d'Israël, qui basculent donc là, vous parlez de Rima Hassan, notamment. Par exemple. On sait que Quentin a été lynché en marge d'une intervention de Rima Hassan. Par exemple, il y a cette démarche consistant à essayer de ne pas franchir la ligne rouge, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a des propos parfaitement et ouvertement antisémites, on tombe sous le coup de la loi. Mais on voit bien qu'il y a ce climat qui est entretenu par un certain nombre de députés de la France insoumise, qui consiste à relativiser, à banaliser l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre notamment, avec Depuis le 7 octobre, je constate qu'il y a un certain nombre de députés qui n'ont pas considérer que le Hamas était un mouvement terroriste. Je pense à Madame Obono, par exemple. Il y a un certain nombre de députés qui ont relativisé ce drame du 7 octobre. Donc je pense qu'il y a cette ligne de crête sur laquelle essaye de se situer la France insoumise, mais qui, de mon point de vue, ne trompe personne. Je pense qu'effectivement, les propos du président de la République, je les partage entièrement. Il y a un penchant antisémite dans ce parti et ça s'ajoute à tout ce que je venais d'évoquer, à savoir l'idée que les principes fondamentaux de notre République, aujourd'hui, eh bien, LFI ne les respecte pas. Valérie Pécresse, ce matin, dans Le Parisien, dit qu'il faut une primaire de la droite et du centre, une primaire ouverte, largement adhérents, militants, pour créer un grand élan populaire, juste après les municipales. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Je partage l'idée qu'il faut éviter la multiplication des candidatures. Parce que sinon, on risque, et ça fait écho au débat qu'on venait d'avoir, de se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle avec un candidat d'extrême gauche et un candidat d'extrême droite. Et ça, on veut évidemment l'éviter, parce que je pense que ce serait un très mauvais coup porté au pays que d'avoir à choisir entre cette alternative. Maintenant, une primaire, vous savez, ça doit produire deux choses. Ça doit produire de la sélection, c'est-à-dire limiter le nombre de candidats, passer de 10 à 1 par exemple. Ça doit aussi produire du ralliement, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui ont perdu la primaire se rallient derrière celui ou celle qui a gagné. Moi, je suis un petit peu prudent et même un peu circonspect, pour bien vous le dire, sur l'idée d'une primaire de la droite et du centre. J'appartiens à une famille politique, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui a cherché à dépasser les clivages et qui a fait travailler ensemble des gens qui avaient une sensibilité de gauche et des gens qui avaient une sensibilité de droite, mais qui ont cherché à dépasser ces sensibilités dans l'intérêt du pays. Donc limiter la primaire à un périmètre qui serait la droite et le centre me gêne parce que je considère qu'un certain nombre de personnes qui sont des républicains sincères et qui veulent l'intérêt du pays, qui peuvent se dire plutôt à gauche, eh bien, auraient peut-être du mal à se rallier, comme je le disais, aux gagnants de cette primaire. Donc je pense qu'il faut continuer à réfléchir à la primaire, mais il faut aussi continuer à réfléchir à son périmètre. Et moi, je pense qu'une primaire qui serait, dont le centre de gravité serait un petit peu différent de celui que propose Valérie Pécresse. Sauf que vous travaillez aujourd'hui avec la droite au gouvernement. Oui, donc on travaille avec la droite au gouvernement. Il n'y a pas de personnes issues de la gauche. Il y a des macronistes et il y a les républicains. Donc ça attention, paraîtrait assez logique, c'est du socle commun. Vous avez raison. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait que, d'abord, la vérité du gouvernement d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de l'élection présidentielle de 2027. Et que c'est en discutant, y compris avec la gauche du gouvernement,
qu'un budget a finalement pu être adopté et qu'un compromis a pu être trouvé. Donc ça doit peut-être aussi nous inspirer sur ce sujet-là. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire alliance et faire une primaire avec le Parti socialiste. Je dis simplement que certaines personnes dont la sensibilité est celle de la gauche du gouvernement pourraient être intéressées par le principe d'une primaire. Ça veut dire que, par exemple, s'il y avait une grande primaire et que Bruno Retailleau la gagnait, vous ne pourriez pas, vous, soutenir Bruno Retailleau à l'élection présidentielle? Écoutez, moi je vais attendre de voir ce que disent les uns et les autres. Face aux extrêmes, et en particulier face à l'extrême droite, je choisirai toujours La République. Donc on verra ce qui se passera. Maintenant, je ne vais pas vous mentir et vous dire que je suis en soutien de toutes les propositions, à la fois sociétales, économiques, sociales, sur le sujet de l'énergie. Je vous donne un exemple. Bruno Retailleau a pris des positions extrêmement agressives un moratoire sur les énergies renouvelables. À l'égard du principe même d'une stratégie énergétique équilibrée entre les renouvelables et le nucléaire. Je pense que c'est une erreur très très lourde, on pourrait le développer, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels mes opinions divergent très franchement de celles de Bruno Retailleau. Il va y avoir les élections municipales. Au deuxième tour, Yael Braun-Pivet dit cette semaine ni LFI ni RN. Vous aussi ? Oui, moi j'ai toujours été sur cette ligne-là, pour les raisons, encore une fois, que nous avons évoquées tout à l'heure, parce que je pense que même si c'est pour des raisons différentes, ces deux partis, au fond, proposent un chemin au pays, et ça commence par les municipalités, qui remettra en question d'une manière ou d'une autre les principes fondamentaux qui sont les nôtres, les principes de la République, les principes d'une démocratie ouverte et pas d'une démocratie illibérale. On voit bien qu'il y a un certain nombre de mouvements à l'échelle internationale qui tentent à dégrader la démocratie et le projet de la démocratie libérale et qui, pour certains d'ailleurs, soutiennent les partis extrêmes, les partis d'extrême droite en Europe et soutiennent le Rassemblement national. Il nous reste juste 30 secondes. Donc je pense qu'il faut être très clair là-dessus, ni LFI, ni RN. En quelques secondes, ça va être difficile. Vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un peu la République des copains quand on voit les nominations qui ont lieu, notamment celle d'Amélie de Montchalin, du gouverneur de la Banque de France ? Mais je pense que si vous regardez notre histoire politique, vous verrez que tous les présidents de la République ont nommé des gens qui leur étaient proches politiquement à des places qui réclament de l'indépendance. Nicolas Sarkozy a nommé Philippe Séguin premier président de la Cour des comptes et Philippe Séguin a été un excellent premier président de la Cour des comptes. En toute indépendance, je suis sûr qu'Amélie de Montchalin le sera également. Député EPR Renaissance des Français établis hors de France, Marc Ferracci qui était notre invité. Et tout de suite, restez sur France Info. Merci.